Vous écoutez Astro Studio. Je suis Maëva, créatrice du compte Instagram AstroTruc. Je suis aussi bélier et passionnée de musique. Dans Astro Studio, je discute avec les plus grands artistes de leur carrière et de leur musique, thème astral à l'appui. Et aujourd'hui, je suis avec Mid. Salut Mid, et merci d'être là. Merci de m'avoir invité, c'est toujours un plaisir que d'ouvrir cette porte. Parce que c'est un peu ça, c'est un peu... Je parle trop, c'est ça? Non, pas du tout. Tu parles tant que tu veux, quand tu veux. Mais on n'a pas encore ouvert la porte. Tu me diras après. Ah oui, c'est ça que tu allais dire. Oui, mais quand on sait que... Je suis toujours adepte, quelques fois dans l'année, d'ouvrir cette petite porte qui est la porte des étoiles. Le mec te fait l'intro. T'es parfait en fait, on va t'embaucher. Reste. Tu ne savais pas, il te l'avait déjà dit justement. Si t'as bien fait le taf, tu savais qu'il y avait une ligne. C'était écrit. Perfection. On va présenter tout de suite ton portrait astral. T'es né le 30 mars à Croix. Tu es bélier ascendant Lion. Et nous allons parler, entre autres, de ton soleil, The Sun, de ta Vénus born loser, de ta lune all inclusive, de ton Mars moving man, et de ton Uranus super discothèque. Est-ce que tu es un petit peu familier avec la porte des étoiles? Un petit peu, on va dire. J'ai eu la chance de grandir avec une mère assez excitée par ça. Ouais. Donc justement, si je sais exactement mon heure de naissance, c'est qu'elle m'a retrouvé un vieux thème astral, mais qui était imprimé sur du papier, en fait, parce qu'on imagine bien qu'en 87, on ne pouvait pas recevoir de PDF. Donc, il y avait ce truc-là, je ne l'ai pas lu, parce que c'était trop long et que j'ai jamais pris le temps. Mais il y a des applications très bien qui me permettent de me faire un résumé tous les jours sur comment je vais. Ah, t'as une petite appli quand même sur ton téléphone. Et j'ai un petit costard qui pop, évidemment. Ta maman, c'est Dominique, c'est ça? C'est ça. On la salue. J'ai écouté beaucoup de choses, du coup, je sais. Voilà, salut. Merci pour cette heure de naissance qui est primordiale. Je vais réexpliquer un petit peu le thème pour toi et pour les gens qui nous écoutent, si tu veux bien. Ok. Le thème, c'est le tracé symbolique de la photo du ciel au moment de ta naissance, synthétisé sous la forme d'un cercle qui est découpé en 12 secteurs. Ces secteurs, on les appelle des maisons dans le langage astrologique. Et ces maisons sont des lieux d'expérience qui peuvent être de toutes sortes. Un petit peu comme dans la vie, voilà. Dans cette maison, il y a des planètes qui sont des archétypes qu'on connaît bien, qui ont des fonctions un peu psychologiques, métaphysiques si tu as envie de te prendre un peu la tête, ou très triviales si tu as envie de parler de choses en dessous de la ceinture, ou pas. Et enfin, ces planètes sont dans des signes qui leur donnent une couleur, une petite impulsion. Et tous les petits segments qui partent dans tous les sens, ce sont des aspects. C'est la façon dont les planètes se racontent des choses. On est sur un truc narratif. On se raconte avec ton thème. Le soleil en bélier, c'est un peu le petit frère fan de Star Wars qui hurle au repas de famille en faisant des allers-retours entre la cuisine et le salon, en agitant son sabre laser, tout en posant des questions dont il n'écoute pas la réponse. L'ascendant Lion, lui, il sirote un cocktail hyper cher en regardant mal les gens dans une after confidentielle parce qu'il a un resting bitch face, alors qu'en fait, il est hyper pas sûr de lui. L'ascendant, c'est un peu le chemin qu'on prend pour accepter qu'en fait, on est comme on est, quoi. C'est le déguisement qu'on porte tous les jours pour faire semblant d'être normal. Voilà, parce qu'on fait tous semblant. Fake it till you make it, fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives. C'est très Lion. On fait genre, ouais, je connais, ouais, je sais faire. Est-ce que tu t'es vendu avant de savoir faire ? Non, mais le fake it till you make it, j'y crois, hein, tu vois. Ouais. Et j'y crois à tel point que je trouve que la base du bien-être peut partir de là. Parce que le premier truc qu'on fait tous, où on fait semblant jusqu'à ce qu'on y arrive, c'est pour dormir. Ouais. Putain, j'en parlais la dernière fois. Eh ben, c'est un truc auquel on pense rarement, mais quand on se met dans un lit, qu'on s'allonge et qu'on ferme les yeux, ben en fait, on fait semblant de dormir pour réussir à dormir. Et ben, je trouve que du coup, ce truc est un truc assez naturel qu'on met pas assez en valeur. Et c'est un peu comme ça, tu vois, c'est se conditionner pour mieux vivre. Et d'un côté, mieux vivre s'il se passe quelque chose. Et de l'autre côté aussi,
C'est comme quand tu te déguises quand t'es petit, tu vois. T'y crois un peu. T'y crois un peu, même si c'est pas encore là, quoi. Ça permet de patienter un peu plus sereinement aussi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est tout à fait vrai. Quand on a signé sur le label le plus branché de France, t'es chez Headbanger. Pour ceux qui ne connaissent pas ce label, c'est le label de Pedro Winter. Tu peux en parler un petit peu de ça ? Juste vite fait pour les gens qui ne connaissent pas. Headbanger, c'est un label qui a 19 ans et qui va avoir 20 ans l'année prochaine et qui, à travers les années, a vraiment fait sa place dans la musique électronique et d'une manière ultra bienveillante, familiale. C'est un label où il y a très peu d'artistes. Je pense qu'on doit être... en artistes qui sont restés peut-être une quinzaine, je dirais. Et il a été fondé par Pedro Winter, qui à la base était manager de Daft Punk. Et quand Daft Punk ont fait leur petite vie parce que ils ont commencé à devenir qui ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire énormes, il a décidé, lui, de créer son propre projet, qui n'était pas de la musique, bien qu'il en fasse un petit peu aussi à côté. Mais Pedro Winter a lancé Headbanger en se disant mais moi aussi, je vais sortir de la musique et je vais faire la direction artistique d'un label. Et qui, à cette époque, donc il y a 20 ans, a vraiment créé un vrai nouveau courant que certains ont même appelé la deuxième French Touch, où la première French Touch était justement toute la vague en 98 de musique électronique. Et depuis ce temps-là, il sort de la musique, il fait des projets, il fait des soirées, des tournées. Et Pedro emmène avec lui en bon père de famille toute la petite famille d'Headbanger avec lui. Plus gros label indé de France, quoi, du coup. Donc, on va dire succès d'estime depuis 20 ans qui est quand même assez fou. Ouais. Quand on est chez eux, est-ce qu'on laisse hurler l'enfant fou qu'on a en soi ou on le bride un petit peu pour ne pas se faire virer des soirées ou du label ? Non, je vais pas... Enfin, j'ai pas... Justement, la force de Pedro et la force de quelque chose de très familial au sein d'un label, ce qui peut parfois ne pas être le cas quand il y a... Sur des gros labels, il peut y avoir beaucoup de monde, beaucoup d'interlocuteurs, beaucoup de gens qui donnent leur avis. Chez Headbanger, on va voir papa avec ses démos et puis on discute avec lui de où est-ce qu'on va. Et en tout cas, Pedro, lui, m'a vraiment... Ça a été une de nos premières discussions quand je suis allé le voir avec mes premières maquettes. C'était de... connecte-toi avec qui t'es vraiment et on arrête de créer des personnages dans tous les sens, d'être second degré, d'être dans l'ironie. T'es qui t'es. Moi, je te kiffe comme ça. Donc, je pense que le public suivra et il n'avait pas tort. Tout en haut de ton thème, il y a Mars qui représente l'énergie brute, celle qui fait qu'on se lève le matin pour faire des trucs, même si on n'a pas envie, en fait, c'est-à-dire globalement un peu tout le temps. Ici, il est en taureau. Le taureau, aka la force des choses qu'on ne déboulonne pas, à moins d'y aller avec une truelle et beaucoup de motivation. Mm-hmm. En maison 10, celle du destin, ça raconte la détermination d'une moissonneuse-batteuse lancée à plein régime, appliquée et sans temps mort. Le taureau, c'est aussi un signe grégaire. Tu parlais de Pedro, qui était un peu comme un papa, t'aimes bien la maison. Mais le taureau, c'est aussi celui qui fait sentir aux autres qui sont à la maison avec toi, en fait. Tu les emmènes dans ton coin de jardin, respirer l'humus et mâchouiller des pâquerettes. Ton métier de DJ aussi, c'est une facette de ton activité, mais c'est un peu faire venir tout le monde dans son pré pour guincher. Ça te procure quoi comme sensation, ce savoir-faire-là ? Moi, ça me fascine. J'adore, en fait. En tout cas, j'ai toujours considéré que, et je m'en rends compte de plus en plus, que DJ, c'est vraiment dans le, top 5 meilleurs métiers du monde. Avec peut-être, faudrait demander aux astronautes ce qu'ils en pensent et s'ils se mettent aussi dans ce top. Je dis pas ça parce que je le fais, mais parce que j'ai pu voir le bien-être que ça procure, le plaisir. Faut imaginer ça comme... en effet, mis à part tout le côté technique qui en fait rentre au fur et à mesure, en fait c'est se dire que son métier est de jouer sa propre musique et danser dessus dans une fête qui est organisée quasiment pour moi parce que au final je suis sur la scène, qu'on organise une grande fête tous ensemble et c'est assez génial. C'est-à-dire être dans des fêtes géniales et c'est moi qui choisis la musique. C'est la boum parfaite, quoi. C'est la boum parfaite et en plus, c'est mon métier. Donc franchement, chaque DJ set que je fais, je me rappelle de ça et ça me rend très heureux. Alors, Moving Men, littéralement les déménageurs, c'est un titre qui est en collab avec Mac DeMarco, qui est taureau.
et qui a été remixé par pas moins que Métronomie, Bob Sinclair, Gaspard Roger de Justice et Victor Lemann du groupe Housse de Raquette, ainsi que ton pote Panteros 666. Tu peux nous parler de ce titre un petit peu ? Ouais, tout à fait. Alors, c'est un des titres qui a été terminé. En fait, c'est même le titre que j'ai terminé en dernier quand j'ai fini l'album Born a Loser, parce que j'avais vraiment envie d'un titre avec Mac DeMarco, qui était un artiste que j'aimais beaucoup, qui m'avait pas mal inspiré, et je m'étais dit que ça serait génial de lui composer un titre. Et j'ai eu la chance de le rencontrer après son concert, parce qu'il est pote avec les Justices. Et en fait, quand je l'ai rencontré, au-delà de rencontrer quelqu'un que j'aime beaucoup, il m'a dit qu'il adorait ma musique. Et j'ai saisi cette opportunité pour me dire... pour lui dire est-ce que ça te brancherait qu'on fasse un morceau ensemble, et il m'a dit let's go. Après il y a une très longue histoire sur la manière dont on a fait ce morceau qui était en fait, quand je suis allé à Los Angeles, c'était une grande aventure que d'arriver jusqu'en studio avec lui, parce que lui était très excité par ça, mais il est aussi très occupé, et puis et lui il aime bien le côté qu'on aille taper chez lui, et puis qu'on voit un peu l'énergie, et est-ce qu'on a envie de faire de la musique, et puis essayons de faire de la musique. Mais il faut imaginer que toute cette période où j'ai dû aller là-bas et le draguer en quelque sorte, moi j'avais déjà mon morceau dans la poche, où je savais en fait que piaffais un peu, quoi. Je piaffais, mais en même temps c'est ce qui m'a motivé. Et quand tu parlais de détermination, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé pour aller taper une fois, boire une bière, partir, revenir, et jusqu'à tel point que, mais j'ai déjà raconté cette histoire beaucoup de fois, mais je suis allé chercher une voiture qui avait été dans un clip de Justice et qui ne servait plus, parce que lui n'avait plus son permis, et il lui avait dit on va lui offrir, Justice m'avait dit on voulait lui offrir cette voiture. D'accord. Et j'ai dit vas-y, le meilleur moyen, c'est que j'aille chercher cette voiture à l'autre bout de Los Angeles, qui était une voiture qui avait servi pour un clip, donc en fait elle avait ni plaque d'immatriculation, le volant était complètement de travers, une vieille bagnole pourrie, et j'ai traversé Los Angeles et je suis arrivé chez lui, en bas de chez lui, j'ai klaxonné en faisant tut, un peu comme si j'arrivais avec une voiture avec un nœud. Un peu comme Richard Gere dans Pretty Woman. Ouais, on est un peu là-dedans. Et bref, je suis arrivé avec ce truc, et ça a vraiment déclenché aussi le fait qu'il fasse genre mais trop sympa, mais vas-y, restons. Et puis on s'est retrouvés en studio tous les deux. Bon, je suis pas parti de rien, à la base il était ok, hein, j'ai pas plus forcé que ça. C'était plus pour arriver jusqu'au moment où on était tous les deux assis, le cul sur une chaise avec des guitares autour et une batterie. Il a fallu de l'énergie. Et justement, je voulais te demander par rapport à tous ces gens qui ont remixé ce morceau, mais il y a eu plein d'autres mix de plein d'autres morceaux. Ça fait quoi d'être remixé par tous ces gens, en fait, qui sont quand même... Ouais, ça, c'est bien, quoi. Enfin... Ouais, c'est tout à fait bien. C'est génial. C'est génial, surtout que c'est des artistes que j'adore. Ouais. Et le fait qu'ils donnent leur vision à ma musique, en fait, c'est toujours plus excitant. On pense souvent que rencontrer l'artiste, ça va être le moment clé. Rencontrer un artiste qu'on adore, mais souvent c'est comme rencontrer un être humain. Enfin, il peut y avoir des moments magiques où on va parler de choses et on va échanger. Et la plupart des artistes, en fait, c'est des geeks, c'est-à-dire ils sont passionnés par leur musique, ils sont passionnés par du matos, ils sont passionnés par leurs chansons, par leurs prochaines sorties, par les sorties qui se sont passées. Enfin, on est vachement dans notre bulle. Et donc la communication parfois elle est très sympa, on peut bien s'entendre, on peut se marrer, etc. Mais je trouve que les vraies rencontres, elles se font en studio. Et les remixes, c'est encore plus particulier, parce que le remix ne se fait pas entre moi et l'artiste, c'est-à-dire on passe pas un moment ensemble en studio, c'est-à-dire que l'artiste va recevoir les parties séparées de mon morceau, donc la voix, les batteries, les synthés, et va retravailler ce morceau de son côté dans son studio. Donc il y a quelque chose d'encore plus intime qui me donne, et une vision encore plus intime qui donne à mon morceau. Donc oui, il y a quelque chose d'assez, en tout cas d'assez engagé quand quelqu'un fait un remix pour moi, que je trouve assez touchant. On va passer justement au gros morceau de ton thème, c'est le soleil qui domine tout, que je disais tout à l'heure, c'est un thème très solaire.
Alors, avant, on va parler de Vénus et de Mercure en poisson. Les poissons, c'est le signe chelou du zodiaque. C'est l'ado qui se dessine un A au typex et qui a des marottes culturelles hyper pointues, comme on a quand on est ado. Vénus, c'est la créativité. C'est pas que l'amour. Avec le titre Born a Loser, tu t'assignes à la naissance en disant I was born a loser. Born a loser, ça veut dire être né loser, être né perdant. Mais loser, c'est un peu plus parlant que perdant en français. Bon. Donc, dépasser la némésis du mec pas cool. J'ai une question, ils sont devenus quoi, les ados populaires de ton collège ? Tu le sais ou pas ? Ou de ton lycée ? Je sais pas, parce que c'était pas particulièrement mes amis. Donc, j'ai pas trop de news, même si, évidemment, sur Facebook garde des liens. Donc, quand je vais faire un tour sur Facebook, il y a quelque chose d'assez rassurant quand je vois que ceux que j'aimais pas parce que j'admirais pas particulièrement les gens populaires du lycée et on n'avait pas particulièrement de liens. Mais voir que tout leur côté condescendant a disparu et que maintenant ils ont juste une femme, des enfants et un cabinet d'assurance. J'aime les assureurs et je vous embrasse. Et on vous fait des bisous. Vous m'assurez. Enfin, pas toujours quand même. Non, pas toujours. Vous m'assurez bien. Ah oui. Mais les assureurs. Est-ce que mes assureurs m'assurent bien ? C'est une question qu'il faut te poser quand même. Appelez-moi, s'il vous plaît. Appelez-moi. Ouais, manifestez-vous. Assurez-moi. Assurez-moi. Bon, alors t'as une lune en bélier qui trône tout en haut du thème. La lune en bélier, c'est pas rien. La lune, c'est ce qu'on montre pas à tout le monde. Hein, et c'est le visage de l'intime, à tous les niveaux, pile ou face. Le bélier, c'est le gros bébé du zodiaque. Donc en bélier, elle est en enfance, elle s'en fout vraiment de faire semblant. Pour la sortie de ton EP All Inclusive en 2017, t'as fait un carnet visuel à bord d'un bateau de croisière avec la réalisatrice et photographe Alice Moitié, où tu montres un peu ta lune à tout le monde. Ouais. En bélier. En bélier. Bah oui, c'est le côté un peu potache, justement. Quelle importance ça a de sortir du cliché du DJ qui mixe à Ibiza, même si tu mixes à Ibiza ? Ce qui est important, c'est pas de sortir d'un cliché, c'est d'être aligné avec qui on est, plutôt. C'est-à-dire, en fait, je suis pas là pour combattre le fait de les DJ à Ibiza sont comme ceci et moi du coup il faut que je sois comme cela. C'est plus moi je suis comme cela, donc je vais pas essayer d'être comme ceci. C'est plutôt l'inverse. Ouais. Donc autant profiter du fait que ça me fait marrer d'être à poil et d'aller explorer par exemple qu'est-ce que c'est une semaine sur un bateau de croisière all inclusive. Et si ça m'excite, pourquoi ne pas le montrer ? Parce qu'il y a d'autres personnes que ça va aussi exciter, que ça va aussi faire marrer et que ça va aussi intéresser parce que c'est pas uniquement des lol. Enfin, ça avait l'air d'être marrant quand même cette histoire. C'était assez marrant. Ouais. Non, bien sûr. En fait, quand je suis allé voir du coup Pedro Winter avec ce disque c'était 3 titres, c'était mes 3 premiers titres en solo. En fait, on s'est tout de suite dit... moi, j'avais rencontré Alice Moitié quelques mois avant et elle avait déjà commencé à prendre des photos de moi et on sentait qu'il y avait une vraie connexion artistique entre nous, qu'elle arrivait à montrer une facette de moi. Je parle pas des fesses, mais de plein d'autres choses. Oui, non, qui me ressemblaient. Non, mais les fesses étaient au final... était en fait quelque chose qui catalysait vraiment tout ce qu'on avait commencé à faire ensemble avant. Et on lui a dit, on a eu cette idée de se dire, mais putain, en fait, il faudrait qu'on... Parce qu'évidemment, premier projet, on n'a pas envie on n'a pas forcément les moyens de faire un énorme clip ou alors de faire de mettre en place un truc gigantesque. Et on a dit à Pedro, on a une idée, on aimerait bien aller sur un terrain de jeu qui nous paraît excellent pour le projet, qui serait un bateau de croisière. Donc, est-ce que tu veux bien juste nous payer un billet chacun ? Et on passe une semaine là-bas parce qu'un bateau de croisière, en fait, une fois qu'il est parti, on n'en descend pas, quoi. Ouais. Et il a dit, ok, mais par contre, vous partez pas juste en vacances à deux faire les zozos. Vous allez me faire un clip, un livre de photos, les photos promo et la pochette du disque. Ah ouais. C'était le contrat, quoi. C'était, all inclusive, quoi. Et c'est peut-être ça aussi. Bah ouais, mais c'était malin parce cohérent, qu'en fait, Alice, elle a tout à fait la capacité de prendre les choses. C'est sa force aussi de rendre poétique en fait des choses de tous les jours. Et donc, on est allé passer une semaine sur ce bateau qui était
à la fois un plaisir et un enfer, hein, parce que c'est spécial hein, quand même. Hein. C'est vraiment perso, c'est vraiment les vacances que je n'aime pas du tout. C'est buffet à volonté dégueulasse. C'est la moquette qui sent tu sais, les moquettes qui sentent la vie, enfin la vie qui est passée quoi. Ouais, ça c'est vraiment ça quoi. Des tâches qui ont été lavées et relavées. Ouais. Comme dans les trucs de montagne, les apparts de montagne, les rideaux et tout. Enfin, moi, je suis hyper sensible aux odeurs et c'est vrai que ça sent là, les années 70. Ouais. Enfin, là, c'est très aseptisé aussi, mais avec l'eau, avec la mer, en fait, qu'on voit toute la journée. En fait, on peut pas se baigner. Ouais. Donc, et puis tous ces gens qui sont dans cet immeuble, hein, parce que ça reste un immeuble, même s'il est flottant et ça reste un énorme hôtel de pas très bonne qualité. Faut le dire. Il faut le dire. C'est pas un hôtel 5 étoiles. Donc, bref, on est allé passer une semaine sur ce bateau et on a été ultra assidus parce qu'en fait, c'est exactement ce que tu disais aussi avant, c'est-à-dire pour avoir la liberté et le résultat fun et il faut quelque chose de très carré. Donc nous, ça se résumait à rendez-vous 8h au petit déjeuner en tenue. Parce que le secret de All Inclusive, c'est une semaine de tournage et de photos, mais avec moi, toujours avec la même tenue. Donc, j'étais habillé tous les jours pareil. Donc, les gens du bateau ont commencé aussi à me prendre pour un fou. Et en fait, on tournait parce qu'on voulait pouvoir faire des raccords dans les séquences si besoin, etc. Et puis voilà, le résultat est là. Le livre, je crois qu'il y en a qui sont ressortis d'un stock. Et je vous le conseille parce qu'il est vraiment, c'est un très beau livre de photos. J'avais pas vu qu'il y avait un livre. Alix Moitié, c'est celle qui a fait ta scéno pour les victoires aussi. Entre autres, ouais. Être marrant, justement, il y a quand même ce côté un peu décalé, pas forcément marrant, mais décalé. Être drôle, il y a beaucoup d'humour quand même dans ce que tu fais. Est-ce que ça te dessert quelquefois ? Parce que j'ai oublié de dire, la lune en bélier, ce qu'elle raconte, c'est aussi le fait de montrer très volontiers ses failles sans, tu vois, trop se la péter, quoi. Comment ils interprètent ça, quoi? Il y a deux réponses, quoi. D'abord, oui, forcément, ça me dessert à des moments où pour un public qui n'a pas particulièrement envie de rigoler quand il écoute de la musique, ou quand il va voir un concert, ou qu'il n'a pas envie de fun du tout, enfin, sans pour autant qu'on rigole aux éclats, quoi. Je veux dire, il y a des gens qui vont voir des spectacles rigolos pour rigoler, et qui vont écouter de la musique pour danser, et que ce soit un peu plus sérieux, et que ce soit, même si c'est la teuf, qu'il y ait quelque chose c'est pas là qu'ils ont envie de voir. Donc forcément, il y a forcément des gens qui n'ont peut-être pas accroché à qui je suis. Après, la deuxième chose est que j'ai pas trop le choix en fait. Donc là, c'est là où ça m'a plus servi. C'est que le fait que je vais pas cacher toute une partie de qui je suis pour essayer de faire plaisir à tout le monde, ce qui marche jamais parce qu'en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais bon, voilà, hein, je pense que oui, ça dessert, mais en fait, j'ai un peu envie de dire, on peut pas faire plaisir à tout le monde. Et déjà, si je peux me faire plaisir à moi, c'est déjà pas mal. C'est très bien dit. On est sur une belle formule, merci beaucoup. Ça pourrait être, ce sera le nom de mon livre. le futur qui arrive. Bon, je pense évidemment à ta collab façon tube des années 2000 avec Squeezie. En fait, et tu vois, quand on parlait de Pedro Winter, lui, il m'a vachement encouragé à faire ce projet avec Squeezie, qui était pas rien, parce qu'en fait, il n'y avait pas de musicien qui avait été bossé avec Squeezie avant. Et forcément, dans les conseils ou les avis qu'on m'a donnés, il y en avait qui disaient en fait, n'y va pas. C'est trop dangereux d'aller tremper dans le monde de YouTube, dans le monde du divertissement, etc. Parce qu'on ne te prendra plus au sérieux, en fait. Et Pedro, il m'a dit l'inverse. Il m'a dit, en fait, c'est déjà ton pote, c'est de la musique, donc c'est ce que tu sais faire. Tu fais déjà des trucs qui sont parfois un peu marrants sur tes réseaux sociaux, quand tu fais des prises de parole, etc. Donc pourquoi t'irais pas, en fait, tu vois? Et ça a cartonné. Et ça a cartonné, et surtout, ça me ressemble. C'est-à-dire, toute la vidéo, il y a toute une vidéo où on fabrique ce morceau, donc c'est la base aussi, tu vois. C'est que, en fait, c'est moi en studio, je veux dire, c'est la même chose. Si on m'avait filmé en studio avec Laurent Garnier, enfin, c'est la même personne, j'ai pas joué un rôle dans ce studio, c'est juste comme ça que je vis et que je suis. Et je trouve qu'il y a de ça dans Didier Super, tu vois, dans un truc où, en fait, allez, vas-y, on y va à fond, et puis on
on verra bien. Et il y a ça aussi, en fait, dans Michael Youn aussi. Tu vois, avec les Bratislava Boys. À la télé, c'était... Aujourd'hui, en fait, ça paraît moins fou parce que YouTube a révolutionné globalement l'humour et le fait d'avoir des personnages, je sais pas, et puis, enfin bref, ça a révolutionné globalement l'audiovisuel. Le game, ouais. Et Michael Youn, il est quand même arrivé et il faisait n'importe quoi. Bah, c'était punk, en fait. C'était très punk. Ouais. Et dans une télé qui était pas très punk, quand même. On va pas se mentir. C'est vrai. Et donc, est-ce que Michael Youn qui monte son cul il y a 20 ans, ou je sais pas si c'était il y a 20 ans, il y a 25 ans si, peut-être. Je pense bien, ouais. Et au final, quand je monte mon cul sur ma première pochette, est-ce qu'il n'y a pas un lien entre tout ça et un truc... Est-ce qu'il n'y a pas un fatal bazooka quelque part qui se cache Peut-être. Après, le revers de la médaille pour ces projets-là, c'est qu'au final, quand ils veulent faire de la musique sérieuse, et c'est là où j'ai décidé de pas justement jouer un personnage, à part pour le projet Exquisite, mais c'était complètement... c'était un projet YouTube. C'est un projet YouTube. C'est même une vidéo YouTube. C'est qu'il n'y a pas de personnage dans Mid. Il y a toi. Il y a moi connecté à moi. Et en fait, le fun fait partie de moi. Donc, je le raconte parfois. Mais la musique, elle, est très sérieuse. Et il y a jamais... Et je pense surtout, et c'est vraiment quelque chose auquel je me tiens, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'ironie dans la musique. Et il ne faut pas qu'il y ait de second degré dans la musique. Sinon, ça devient trop compliqué. Les différents niveaux de lecture. Bah, tu m'amènes à ma question suivante. C'est vraiment... c'est parfait. Incroyable. Merci, incroyable. Justement, la musique, voilà, c'est l'ADN de The Sun, ton soleil, qui est collé à Jupiter. Jupiter, c'est la planète larger than life. C'est celle qui a bouffé tous les débris du système solaire pour concurrencer le soleil. Elle est très grosse. Du coup, la symbolique de Jupiter Zeus, c'est celui qui fait bien ce qu'il veut, quoi. Et qui a un peu le cul bordé de nouilles parce qu'il fait bien ce qu'il veut et en plus il donne un peu des ordres aux autres. Il y a une idée d'adéquation quand même, pas de chance parce que encore une fois la musique n'arrive pas par hasard, le travail, on l'a dit, on a la Mars en Taureau qui bosse énormément, mais il y a quand même quelque chose d'une adéquation avec, tu vois, un truc qui s'imbrique. Comment ça s'explique le succès d'un titre comme The Sun? Est-ce que toi tu le perçois? Un petit truc. Il y a plusieurs histoires. Il y a d'abord quand je me mets en studio, donc pour faire ma carrière solo, alors que j'ai passé 6 ans avec un groupe, on était 4. Qui s'appelle Club Cheval, ouais. où c'était vraiment le Parlement, quoi. Donc on discute et qu'est-ce qu'on fait pas, etc. Pour la première fois, je me mets en studio en 2016-2017 et je me dis il faut que je m'écoute et que je fasse ma musique. Et si je dois résumer un peu l'exercice, c'est j'adore la musique indie rock, folk, musique californienne, et j'adore la musique électronique. Comment je fais rentrer les deux ensemble, quoi. Et donc, c'est 1 an d'expérimentation, de tester des choses, etc. Donc, au bout d'1 an, j'arrive à faire The Sun et les 2 autres morceaux qui l'accompagnent, dont All Inclusive. Et j'arrive à faire déjà cette recette. Donc, déjà, je suis genre, yes! J'arrive à faire un morceau qui ressemble à quelque chose. Après, j'ai pas du tout... un tube n'est pas un style de musique, en fait. C'est le public qui choisit si c'est un tube ou si c'est pas un tube. C'est le public qui décide est-ce qu'il va écouter ce morceau ou est-ce qu'il ne va pas écouter ce morceau. Et quand il l'écoute beaucoup, ça devient un tube. Et il faut savoir que The Sun, elle a mis vraiment... C'est sur 4 ans qu'elle a pris son ampleur et qu'elle a pris son envol et que les gens... que le public a vraiment apprécié, a vraiment kiffé de plus en plus ce titre. Et c'est assez marrant que tu parles de justement de... Moi, je parle vraiment d'alignement des planètes. C'est vraiment ma phrase. Parce que, justement, c'est quelle musique tu fais, qu'est-ce que le public a envie d'écouter, quel est le tremplin qui te permet que le plus de gens possible qui ont envie d'écouter cette musique l'entendent pour l'entendent pour une première fois. Et puis tout ça aligné fait que ton morceau peut potentiellement rentrer dans ce qu'on appelle un tube. The Sun, maintenant on peut... Plus que l'idée du tube, il y a l'idée d'avoir une résonance dans les gens, en fait. Tu sais, c'est un peu intangible, quoi. Il y a quelque chose qui fait que
à un moment donné, il y a un morceau qui va se fondre dans ce qui se passe. Ouais, mais c'est ça, c'est assez... tu captes un truc, quoi. Et malheureusement, ça, tu peux pas trop le prévoir. Ah non. Il y a quelques producteurs qui sont spécialisés dans faire des hits. Et dans la magie de savoir qu'est-ce qui se passe en ce moment et quels sont les modes, etc. Et qui font des choses qui sont des gros hits qui dureront un peu moins longtemps. Là, je trouve que ce qui est assez drôle avec The Sun, c'est ce côté... il s'est installé dans l'été des gens, quoi. C'est-à-dire, ça, c'est fou, ouais. les gens, ils se foutent autour d'une piscine et ils ont envie de mettre play sur ce morceau, ce qui est vraiment génial, quoi. C'est trop beau. L'association Soleil-Jupy, c'est un peu les poteaux de ton thème. Elle est en Maisonneuve, celle de la roulette russe, de la sortie de la zone de confort, du YOLO, on va bien voir. On pourrait parler très longtemps de tes rencontres au fil de l'eau. Je les cite pas dans l'ordre. Sam Tiba, Panteros 666, Can Blaster de ton groupe Club Cheval, qui ont été très importants. Brodinski, Jérémy Châtelain, DJ Cort, Equilatex, Manu Baron. Il faut aussi accepter de laisser les choses et les gens venir à soi pour faire des choses. Bah ouais, il faut être ouvert aux rencontres, il faut être curieux. Et j'ai vraiment découvert que, au fur et à mesure du temps, que les gens qui avaient le plus réussi dans le bon sens, c'est-à-dire qui avaient réussi à atteindre leurs rêves, etc. Et à avancer, à être toujours créatif et à toujours proposer de nouvelles choses, c'est des gens qui sont ultra ouverts et ultra à l'écoute. Et ça va être des personnes qui vont souvent te laisser parler. C'est pas mon cas aujourd'hui, je te laisse pas beaucoup parler, mais en même temps, on n'est pas là pour m'écouter. On n'est pas là. Tu vois. Et je trouve ça assez, et c'est des choses que j'ai vachement appris de, tu vois, des gens qui vont beaucoup te poser des questions, qui vont essayer de comprendre et de voir ton point de vue. Ça veut pas dire qu'ils vont le comprendre, mais au moins ils vont l'entendre et enregistrer ça dans une sorte de bibliothèque d'avis, et pour pouvoir après eux se faire leur propre avis. Et je trouve que c'est ultra important, quoi, de rester ouvert, de rester prêt à ce que l'accident arrive. Et donc ouais, c'est clairement une manière pour moi de fonctionner, ouais. Il faut qu'on parle de ton Neptune en Capricorne. Neptune, c'est le monde du flou, celui des images-mouvements. Ça raconte un peu le cinéma, si on doit tirer les fils de l'analogie. En Capricorne, on est un peu dans la ligne droite du travail, du labeur. Tu racontes dans un podcast que tu as fait la Fémis pour être mixeur pour le ciné. Et que tu n'avais pas le droit de faire autre chose, pas le droit d'aller faire des concerts, alors que tu étais déjà bien musicien. Tu avais dit non, interdit, tu dois faire que ça. Tu as signé la musique, entre autres, du film Petit Paysan, qui a été primé à Cannes. De quel film légendaire t'aurais aimé faire la musique ? Tiens, si jamais, tu vois, juste comme ça. Moi, j'adorerais faire la musique d'un James Bond, mais la musique d'intro, tu vois. Ouais, celle qui compte. Pas le score où il y a juste des gros tambours et tout, tu vois. Mais ouais, j'aurais vraiment kiffé. Et il y a un Français qui en avait fait quand Madonna a fait le Die Another Day. Qui était pas énorme. Moi, j'ai pas trop aimé cette. Non, il était pas ouf. Je me souviens. Ah oui, c'était après GoldenEye. Ouais. Et en fait, c'était Mirwais, qui est un producteur français qui avait produit ce titre. Album. Qui avait produit l'album. Et du coup, il avait pris un morceau de l'album pour faire ce score. Et je trouve ça... c'est vraiment un truc que je kifferais. La Maison 5, faut en parler malgré tout. Normalement, c'est celle où tu composes de la musique sur un grand piano en buvant des cocktails. Où t'es un peu Sébastien Tellier dans ta tête, quoi. C'est l'endroit idéal. Moi, je l'associe à ton super discothéca. Très disco, très maraudeur. Mais ici, il y a Uranus, la planète du turfu, celle des machines bizarres et de la science-fiction des années 70. En Sagittaire, c'est un peu Doc Brown, en mode Doc Brown de Retour vers le futur, en mode c'est n'importe quoi, mais en même temps, sur un malentendu, ça peut marcher. T'es passé par plein de phases électro différentes pour arriver à quelque chose qui te ressemble. Quand même, ne pas cesser d'expérimenter, on en parlait tout à l'heure, d'aller chercher le son du futur. Ça va passer par quoi pour toi maintenant ? Est-ce que tu as envie déjà d'aller chercher un autre son ? En fait, c'est pas chercher un autre son. En fait, c'est vraiment... Je trouve que l'intérêt en studio, c'est comment tu mets en place un setup de travail qui te permet de créer l'accident qui va être la chose qui va différencier ton morceau des autres, ou qui va justement... C'est comment tu crées l'étincelle en studio. Ouais. Et le meilleur moyen, c'est de créer des accidents, quoi. C'est pas particulièrement en ayant un endroit... je dis pas qu'il faut pas ranger son studio, ou c'est plus le côté ah ouais, mais si on essayait de faire ça, si on essayait de brancher ça à ça, si on testait ce nouveau truc, ou alors si on testait cette collaboration improbable. Je trouve que, en tout cas, moi, en fait, même à la Fémis, en fait, mon dossier d'entrée. Donc, je vais te demander, il y avait quoi dans ton dossier d'entrée ? Justement, c'était en fait à la Fémis, donc il y a un dossier, tu fais un dossier d'enquête.
Et le mien, c'était sur l'incident. Et c'était comment utiliser l'incident de manière positive pour créer quelque chose d'intéressant. Et donc, ça parlait de tout ça, de comment tu peux détruire un support, par exemple de la bande magnétique, pour que ça te donne une nouvelle texture qui n'existe pas et qui rende justement le tout, en effet, moins clean, mais plus excitant, plus touchant d'une manière ou d'une autre. Et donc, ça parlait de ça. Et c'est quelque chose que je fais. En fait, c'est exactement la manière dont je fais de la musique aujourd'hui. C'est-à-dire comment on va faire venir Mac DeMarco sur un morceau un peu électronique, mais quand même avec des guitares à lui, mais des batteries à moi. Et en fait, ça fait des morceaux assez uniques. Et pour justement faire se rejoindre tout ce qu'on a dit, souvent, je trouve que les morceaux qui ressortent du lot, c'est les morceaux assez uniques. C'est dans un côté unique plutôt que dans le formatage qu'on fait des morceaux excitants. Et justement, on parle de ton dossier de la Fémis, dont tu parles dans le podcast Nouvelle École. Et dans ce podcast, tu parles aussi de ce DVD de Fatboy Slim sur lequel tu tombes quand t'es gamin au supermarché, qui va te donner envie de faire de la musique, en fait. C'était un DVD de Fatboy Slim qui jouait devant 200 000 personnes à Brighton, sur une plage. Donc, c'était vraiment dans le pic de sa carrière. Et donc, c'est comme ça que j'ai acheté mes premières platines. Enfin, que j'ai pas acheté. Évidemment que j'ai pas acheté mes propres platines. J'ai demandé à Noël des platines plutôt que n'importe quel autre cadeau. C'est vraiment l'époque où on faisait genre, alors, je voudrais que ma tante mette un peu, que ma mère mette un peu. C'est tellement ça. Et donc, platine, tout seul dans ma chambre à essayer de mixer, quoi. Et donc, Fatboy Slim a toujours été un peu, malgré lui, mon ange gardien, quoi, parce qu'il y avait ce truc de sampling, qui est un truc propre à la musique électronique française, mais quand c'est fait à l'anglaise, il y a un truc beaucoup plus pop, un peu plus crade aussi, qui m'a toujours suivi, en fait. Et là, il s'avère que, jouant de plus en plus en Angleterre, à Ibiza, aux États-Unis, ils m'ont proposé de faire la première partie en Angleterre dans quelques semaines. C'est trop bien. Et pour ma dernière question, j'ai retrouvé une date de concert que tu as fait avec Sake. Sexual Earthquake in Kobe. Merci. Au Social Club, le 26 avril 2007, en première partie d'IEL, période Fluo Kids. Tu racontes que cette période te manque, celle de la bamboche, un peu électro-clash, un peu punk aussi. Et tu as aussi joué en 2017 à Aqua Boulevard, qui est le plus grand parc aquatique de Paris intramuros. Dans quel endroit tu rêverais de jouer aujourd'hui si on te filait des clés ? Ah, si tu sais où j'aimerais bien ? J'aimerais bien au Sacré-Cœur, en fait. Ah ouais ? Bah ouais. Sur le parvis, là ? J'ai déjà joué sur le parvis. Ah d'accord. J'ai déjà joué sur le parvis pour une promo de... Mais j'aimerais bien qu'on trouve quelque chose, soit dedans d'aller un peu explorer. Tu sais, il y a quelques salles secrètes, etc. Ça me plairait bien, par curiosité, tu vois, de se servir de tout ça pour aller explorer le Sacré-Cœur. Je suis vraiment très attaché à Montmartre. Du coup, ça me plairait beaucoup. C'est l'endroit où il y a les locaux aussi de Headbanger. Entre autres, ouais. Bah écoute, merci Mid, on doit s'arrêter là. Merci beaucoup. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bah avec plaisir, c'était très bien. Merci Mid, c'était Astro Studio. Et dans le prochain épisode, je serai avec Lolo Zouaï. Extrait. Et donc je me suis dit, comment je mets ça dans un album ? Je suis venue avec le concept Playgirl, avec 3 différentes Playgirls. C'est drôle parce qu'il y a Dream Girl, et c'est celle qui est comme l'enfant. Ouais. Donc c'est quel signe ça ? C'est Bélier. Et après il y a Party Girl, c'est celle qui Bad Girl. Ouais. Et après il y a Playgirl, et ça doit être peut-être mon Aries, un petit peu. T'as fait les Powerpuff, elles ont des couleurs différentes. J'ai vu l'artwork. J'ai pas fait exprès, mais j'adore les Powerpuff Girls, donc peut-être j'ai fait ça. Mais j'ai pas fait exprès, mais c'est mes couleurs préférées. En français, les Powerpuff, c'est les super nanas. Faut que je le... C'est ça le nom ? C'est nul, hein. Les super nanas ? Oui. Quoi ? Voilà. voilà. Tu rentreras chez toi ce soir et tu te diras, putain, mais la France, quoi. Pour l'écouter avant tout le monde, abonnez-vous à la chaîne Nouvelles Écoutes sur l'application Apple Podcast. Pour seulement 2,99 € par mois, vous profitez de chaque épisode en avant-première et sans publicité. Pour les autres, rendez-vous dans une semaine pour écouter cet épisode. Salut et bisous. Astro Studio est une production Nouvelles Écoutes, présentée par Maëva Stéphane Buni, produite par Julien Neuville, montage par Ashley Tola.
Prise de son et mixage par Adrien Beccaria au studio L'Arrière-Boutique. Chargée de production, Ashley Tola. Directrice artistique, Aurore Mailleux. Directrice des productions, Marion Gourdon. Directrice générale adjointe, Nora Issem.